bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que on va parler d'instruments de musique, on va parler de recherche, mais je ne suis pas développeur et il y a une guitare au DevFest. Donc c'est quand même un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on m'a invité, un non-développeur, avec une guitare acoustique comme ça? On a l'air d'être bien loin de la technologie, du numérique sur lequel beaucoup d'entre vous travaillent. Donc je vais essayer de vous raconter une histoire aujourd'hui sur finalement comment est-ce que moi, en tant que chercheur et créateur d'une entreprise, j'ai envie de vous transmettre ma passion sur un nouveau champ de la recherche et du développement sur le son, et en particulier comment ça peut s'appliquer à la guitare. Alors je crois que le thème de cette année du DevFest, c'est la guitare, donc là, c'est la musique. Donc on a essayé de rassembler un peu les deux mondes dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ok ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de... moi, je viens d'une entreprise qui s'appelle iVibe. Et bien pourtant, je vais vous parler d'une guitare qu'on appelle la Lag iVibe, parce qu'on a fait un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Lag, une entreprise nantaise. Et je vais commencer peut-être par vous montrer qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette guitare. Donc, voilà, ça a l'air d'être une guitare normale. Alors, les musiciens connaissent ce qu'on appelle les préamplis, vous voyez, c'est les petits boîtiers qu'on met là. Et ben, ce qu'on fait chez iVibe, c'est qu'on enlève les préamplis et qu'on les remplace par notre système. Et avec ça, on peut faire plein de nouvelles choses. Donc, ce que je vais vous faire écouter, tous les sons que vous allez entendre sont juste captés par les micros qui sont ici. Il n'y a pas du tout de traitement qui se fait derrière. C'est vraiment la guitare acoustique qui fait tout ce que vous allez entendre. Donc je vais rentrer dans un menu, ici, qui s'appelle le menu Effets. Quand vous allez dans le menu Effets, il y a écrit Reverb. Donc les musiciens connaissent bien, souvent, il y a une petite pédale qui est la pédale de Reverb. Ben là, ici, pas de pédale, il n'y a rien. Et pourtant... Vous entendez le son réverbéré ? Ouais. Et ben le son, il vient directement des vibrations de la table d'harmonie de la guitare. Là. Un effet de chorus. Voilà, vous avez comme ça toute une série d'effets embarqués. Et si je vous montre ce qu'il y a derrière, on a fait une guitare avec un fond en plexiglas, il n'y a pas de haut-parleur. Vous voyez, on n'a pas caché, on pourrait se dire, bon, on va juste cacher un petit ampli, sauf que là, la guitare, elle est tellement légère, vous ne pourrez jamais avoir ce genre de son avec un petit ampli. En réalité, il y a deux vibreurs, qu'on appelle les actionneurs électrodynamiques, qui excitent la table d'harmonie, et grâce à ça, vous avez les effets, directement depuis la guitare. Vous avez aussi d'autres choses, vous pouvez vous enregistrer, il y a 8 Go de mémoire dans la guitare, donc vous pouvez y aller. Hein. La moindre de vos idées, vous pouvez la stocker dans vos guitares. Et en plus, vous pouvez rejouer. Voilà, je ne suis pas excellent guitariste, désolé. J'espère que vous aurez compris. Donc cet effet de looper, que connaissent bien aussi les musiciens, ben, finalement, quoi de mieux qu'une guitare pour diffuser un son de guitare elle-même, quoi. Ça paraît évident. Et ben, c'est la première guitare avec looper intégré qui existe dans le monde, là, que vous avez devant les yeux. Donc voilà une petite démonstration. Si vous voulez essayer, si vous voulez en savoir un peu plus, montez nous voir au stand d'Algam au premier étage à côté de la salle Bélem, et vous pourrez essayer tout ça et on ira discuter plus précisément de ce que vous y verrez. Donc voilà ce que c'est que cette guitare Lag iVibe. Ah, merci. Donc en fait, il y a toute une série de fonctionnalités en plus dans cette guitare acoustique. Et ça vient d'une idée finalement assez simple, qui est que on est maintenant habitué à vivre dans un environnement programmable, transformable, où on peut tout avoir tout de suite. J'ai la moindre idée, j'ai envie de pouvoir la tester. Et l'histoire de la musique acoustique n'a pas permis de faire ça. Et donc nous, on s'est dit qu'avec les technologies de notre époque, on peut vraiment mélanger ces deux mondes. La qualité, l'expérience indépassable de l'expérience qu'on a avec un instrument acoustique, mais avec le côté programmable, transformable du monde du numérique. Et on a vraiment mélangé ces deux mondes.
Donc je vous ai montré quelques fonctionnalités ici, il y en a plein d'autres, et en particulier, il y a une application smartphone où les effets que vous avez entendus, vous pouvez les programmer à votre guise, vous pouvez les mélanger ensemble, vous avez vraiment accès à la vibration de votre caisse de résonance, alors que d'habitude, elle est conçue juste par un luthier. Et bien là, nous, on vient compléter le luthier. Donc quand je travaille avec des luthiers, ils me disent souvent que je suis un luthier d'aujourd'hui, un luthier des nouvelles technologies et donc de la musique de maintenant. Alors, je vous ai promis de vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter comment est-ce que ce produit est arrivé aujourd'hui. Ça a commencé en 2010. Et je vais séparer ma présentation en quelques parties. La première partie, ça va être du laboratoire à l'entrepreneuriat. Alors, rien n'aurait été possible, ce produit n'aurait pas été possible si on n'était pas dans un pays qui finançait la recherche grâce à l'Agence nationale de la recherche. En 2010-2011, je vivais en Angleterre. J'étais postdoc, pour les chercheurs, vous connaissez ça. J'étais postdoc dans un laboratoire, je travaillais en relation avec des fabricants de hautbois à l'époque. Et grâce à l'Agence nationale de la recherche, j'ai pu rentrer en France avec un budget assez conséquent qui m'a permis de monter une équipe de recherche au sein d'un endroit qui s'appelle l'IRCAM, que certains connaissent peut-être parmi vous, qui est le plus grand centre de recherche publique qui relie musique et sciences du monde. Et dans ce laboratoire, grâce au financement de l'Agence nationale de la recherche, on a fait ce projet IMAREV. Alors j'ai essayé de vous résumer ce projet là, entre 2011 et 2014, de le résumer, alors que c'est plusieurs années de ma vie, mais je l'ai résumé en quelques points. C'était de la recherche plutôt fondamentale sur être un luthier numérique, justement. Dans cette recherche, on a mis en place des algorithmes de contrôle, de ce qu'on appelle du contrôle actif de vibration. C'est-à-dire que la guitare que vous avez entendue, on a mis en place un système de contrôle avec des capteurs, des actionneurs, et le système de contrôle est constitué d'un observateur et d'un contrôleur. L'observateur, c'est en fait un modèle physique de la guitare qui est en train de vibrer. Et comme vous avez accès au modèle physique, vous êtes capable ensuite de manipuler les paramètres physiques de l'objet. Je décrirai ça un petit peu plus tard. Ça, c'était la première étape. On a fait ça avec 2 doctorants, un sur les instruments à cordes, l'autre sur les instruments à vent. Donc on avait plein d'expériences assez marrantes avec des gros ordinateurs qu'on connectait à une clarinette ou à un violon. Ça nous a vraiment, c'était vraiment de la recherche vraiment académique, un peu traditionnelle. On a fait des publications dans des grandes revues internationales comme le Journal of Vibration and Control, Journal of Acoustical Society of America, qui sont des journaux classiques de ma communauté scientifique. Avant, en tant que chercheur, je me devais de publier dans des choses comme ça. Donc à l'origine de ça, il y a vraiment de la recherche académique comme on la connaît. Avec des collaborations, en particulier avec Baptiste Chaumette de l'Institut d'Alembert, qui est un laboratoire à Paris, et qui, lui, était spécialiste de contrôle actif plutôt industriel. Il avait fait sa thèse pour essayer de comprendre comment faire pour que des cartes embarquées dans des missiles n'explosent pas quand le missile fonce. Donc vous voyez, ça arrive souvent dans la technologie musicale, on va souvent s'inspirer des gros moteurs technologiques que sont le militaire ou d'autres. Donc Baptiste a été super puisqu'il m'a transmis son savoir-faire sur ces technologies-là de empêcher une carte électronique de vibrer dans un missile. Et donc on a fait des prototypes d'instruments, donc je vous ai raconté, il y avait des violons, il y avait des clarinettes basses, il y avait des sourdines de cuivre, il y avait des violoncelles, il y avait des guitares, bien sûr. Pour vous donner 2 exemples académiques, un peu justement, voilà une utilisation de notre contrôle dans 2 cas qui intéressent les chercheurs en acoustique musicale depuis longtemps. Il y a la question de la note du loup, le wolf tone au violoncelle. Même sur des excellents instruments comme des Stradivarius, vous avez certaines notes au violoncelle où il y a comme un loup qui serait là caché pour vous embêter et qui fait que votre son, au lieu d'être tout propre, il va faire brou, 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 brou. Et donc les chercheurs avaient simulé ce comportement et ils avaient prévu que ce comportement de wolf tone provenait d'une résonance de la caisse très importante. Mais personne n'avait pu l'expérimenter en direct avec un instrument donné, avec toutes choses égales par ailleurs, comme on aime bien faire en recherche. Grâce à un système de contrôle, comme je vous ai montré précédemment, on a été capable d'aller amortir la résonance qui posait problème, qui posait
potentiellement problème, et on a pu valider qu'en effet, dès que vous amortissez d'une dizaine de décibels ici, ben votre son de violoncelle, au lieu de faire des wow, 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 pendant la phase où vous contrôlez cette résonance, ben le son est très propre. Donc ça a été la première fois qu'on validait expérimentalement, in vivo, on pourrait dire, une hypothèse que d'habitude on faisait en simulation. Donc il y en a, j'imagine, parmi vous, une bonne quantité qui travaillent sur des simulateurs. Et ben nous, ce qu'on voudrait un peu défendre dans notre recherche, c'est que, on peut revenir aux objets physiques avec toute la flexibilité du simulateur via le contrôle actif des vibrations, où on peut tester des modifications de propriétés mécaniques, non pas en changeant mécaniquement l'objet, mais en programmant des nouvelles propriétés vibroacoustiques. Donc voilà, ça c'était une étape importante. On a fait ça, le même genre de choses sur les sourdines de cuivre, où c'est bien connu aussi par les trombonistes qu'il y a certaines notes qu'on peut mal jouer, parce que la sourdine, c'est un peu comme une bouteille qui va résonner. Et donc nous, on a été capable de contrôler les propriétés de la sourdine, et grâce à ça, on arrive à jouer des notes impossibles. Si on a un peu le temps à la fin et que vous avez des questions à ce sujet, je pourrais vous faire présenter des exemples sonores. Deuxième étape, au sein de l'IRCAM, il y a eu un projet qui a été financé par l'institution directement, IRCAM, que j'ai appelé Smart Instruments, entre 2014 et 2016. Et là, c'était la magie d'être dans un laboratoire français financé par le ministère de la Culture. Parce que je ne connais pas beaucoup de laboratoires dans le monde qui étaient prêts à tester des dispositifs balbutiants comme on avait avec des ordinateurs, à la Philharmonie de Paris par exemple, avec un des plus grands quatuors qui s'appelle le quatuor Bella, où je collais avec de la pâte à fixe mes petits actionneurs sur des instruments qui valaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Moi j'avais qu'une seule peur, c'était que tout s'effondre en plein milieu du concert. Et voilà, c'est une expérience extraordinaire quand vous êtes chercheur et que tout de suite, votre institut vous met ça dans les mains d'artistes et commence à tester et à voir dans la vraie vie comment ça se comporte. Donc voilà, ça a été vraiment passionnant. On a eu des compositeurs de talent en résidence avec nous. Pour vous donner quelques exemples, Nicolas Mondon, que je présente ici, il est arrivé sur un projet pour transformer des clarinettes. Il est arrivé, je lui ai dit, bon, il faut juste que je te prévienne, pour l'instant, on n'a pas du tout développé d'environnement de développement pour compositeurs, donc tu vas devoir coder en MATLAB. Et donc, je pense que c'est aussi un des rares compositeurs qui était à côté de moi au labo en train de coder en MATLAB pour faire sonner une clarinette différemment. Donc c'était magique, quoi. J'ai eu des années comme ça, hyper enrichissantes. Et ça aboutit, en fait, le cœur de ce projet, c'était d'aboutir à des prototypes embarqués de nos algorithmes de contrôle. Donc précédemment, on utilisait des cartes nationales d'instruments dans des gros ordinateurs. On a basculé ça sur BeagleBone Black. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent. Vous connaissez BeagleBone Black, c'est un peu comme des Raspberry Pi américains, on pourrait dire, pour résumer. Nous, on avait certaines contraintes très fortes qu'on n'a jamais en audio, parce que cette boucle entre notre capteur et notre actionneur, il faut qu'elle se fasse en quelques microsecondes. Physiquement, la latence physique doit être de quelques microsecondes seulement. Donc il n'y a aucune plateforme de type, à ma connaissance, de type Raspberry Pi ou BeagleBone Black qui faisait ça. Vous voyez, on a besoin de ça parce qu'il faut vraiment comme une balançoire qu'il faudrait taper pile au bon moment, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir un peu de latence quand on est dans une boucle avec feedback comme ça. Et donc, on a développé une petite carte analogique qu'on mettait sur les BeagleBone Black avec des convertisseurs très rapides. On utilisait Xenomai, vous voyez, le noyau Linux temps réel à l'intérieur du BeagleBone Black. Et grâce à ça, on arrivait à respecter nos quelques microsecondes de latence. Et donc on s'est dit, ah tiens, c'est sympa, on peut commencer à faire de l'embarqué. Donc on pouvait commencer à rêver qu'on allait mettre ça directement dans les instruments. Donc ça, super expérience. Ensuite, la troisième étape pour aller vers l'entrepreneuriat, ça a été quand des gens que je connaissais très bien, qui sont les équipes de Yamaha, aussi bien en Europe et au Japon, ont sorti un produit qui s'appelle Yamaha Transacoustique et qui permet de faire un effet de reverb et un effet de chorus via le fond des guitares. Donc nous, c'est pas comme nous, on excite la table harmonie. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils excitent le dos de la guitare. Alors moi, en tant qu'acousticien, pour moi, c'était, pour être gentil, bizarre de faire ça, vu que le fond ne vibre quasiment pas dans les guitares. Mais ça pouvait s'expliquer parce que si vous voulez exciter la table harmonie, justement, vous avez des gros problèmes d'instabilité qui est dû à cette boucle. Si vous captez, vous faites vibrer à cet endroit-là. Donc, Yamaha a sorti ce produit-là. Je me suis dit, on peut aller tellement plus loin. C'est tellement dommage
Donc, je pense que j'ai quelque chose à apporter au monde des guitares aujourd'hui avec mon savoir-faire de chercheur en acoustique et vibration. Et donc, quand cette chose-là s'est passée, j'en ai parlé avec l'IRCAM et on s'est mis d'accord pour que c'était le bon moment pour moi pour partir. Et donc, je suis parti de vivre de l'aventure un peu folle de l'entrepreneur, où là, voilà, on n'est plus un chercheur dans une institution. Il a fallu créer une entreprise. Alors, je vous passe les détails alors, il va falloir trouver un nom, il va falloir faire un logo. Alors, moi, chercheur qui aime couper les cheveux en quatre et qui essaie de tout comprendre, là, je retrouvais dans un monde où il fallait juste avoir un logo et puis c'était parti, quoi. Donc, ça m'a forcé à avancer sur des aspects qui ne m'intéressaient pas du tout avant, mais pour le bien du projet, ça me paraissait nécessaire. Et donc, voilà, je vous ai mis ce nuage d'intervenants autour de nous, autour de cette entreprise, sans lesquels rien n'aurait été possible, aussi bien en termes de financement qu'en termes de design de produits, qu'en termes de propriété intellectuelle. Voilà, donc 2017, on a créé cette entreprise iVibe. Alors ma deuxième partie, ça va être sur le fait de passer de ce qu'on a vu précédemment avec notre BeagleBone Black et qu'on était capable de corriger la note du loup, pour vous résumer, à un produit. Alors là, vous lancez dans l'aventure, vous devez créer une entreprise. Donc première chose, on vous dit, alors ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Alors, vous n'allez pas commencer à dire mon entreprise, elle corrige la note du loup du violoncelle. Ça passe pas du tout. Donc, on a créé un projet d'entreprise que je vais essayer de vous résumer ici et qui dépasse la problématique de départ que vous avez vue. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment vous titiller et vous donner envie de bosser dans un environnement autour du son, parce que pour moi, on est en train d'assister à une vraie révolution sur le son, en fait. Alors on pourrait se dire, ça va, les haut-parleurs, ça marche bien, ça fait longtemps qu'on diffuse du son avec ça, on n'a aucun problème. Et en fait, si, il y a beaucoup de problèmes, parce que plus les années passent, plus on veut donner une fonction sonore à plein d'objets, on veut enrichir l'expérience sonore des utilisateurs, et on se retrouve avec des cas que je trouve complètement idiots. Mes enfants, ils écoutent la musique avec leur téléphone portable, donc ils apprennent le son avec un son catastrophique qui vient du haut-parleur du téléphone, quoi. Et donc nous, on va essayer, comme je vais vous le montrer, de répondre à ce genre de problématique-là. Comment faire pour à la fois avoir des choses qui sont embarquées dans les objets, parce que c'est normal, hein, un téléphone portable c'est petit, donc je vais mettre un tout petit haut-parleur. Alors, est-ce que c'est possible de repenser les choses un peu différemment à la base et d'annoncer la fin des haut-parleurs embarqués dans les objets? Oui, il y a des gens, on a parlé un petit peu de Yamaha qui font vibrer leur guitare, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui qui sont en train de lancer des alternatives aux haut-parleurs. Il y a aussi Sony qui a sorti une gamme de téléviseurs speakerless, là, sans haut-parleurs, avec, c'est directement, là, vous voyez, l'écran. Il y a 4 petits actionneurs, un peu comme ce que vous avez vu ici. Il y a 4 petits actionneurs qui viennent exciter l'écran. C'est des téléviseurs entre 2500 et 4000 euros. C'est vraiment du haut de gamme. Ils arrivent à avoir une excellente qualité avec ça. Ils disent plus besoin de barres de son comme on met, ou plus besoin de rajouter dans leur design des petits haut-parleurs. On arrive à un téléviseur haut de gamme juste de cette manière. Faurecia Clarion, qui est grand équipementier automobile. Donc c'est Faurecia qui vient de racheter Clarion cette année. Et eux, ils disent, dans les voitures du futur, il n'y aura plus de haut-parleurs non plus. Parce que les haut-parleurs, c'est lourd. Les haut-parleurs, ça prend de la place. Les haut-parleurs, c'est difficilement montable. On est obligé d'avoir des ingénieurs qui sont spécialisés d'en faire des gros trous pour pouvoir bien intégrer un haut-parleur. Donc si c'était possible d'enlever ça, on y gagnerait en expérience et en facilité de fabrication de ces voitures. Et voilà, quelques exemples, là, voilà, 3 exemples d'acteurs qui s'y mettent. Il y en a plein d'autres qui font ça aujourd'hui. Donc c'est toujours à partir du même genre de technologie qu'on a vu ici, les petits actionneurs électrodynamiques qu'on va mettre cette fois-ci sur le plastique d'une voiture ou sur la vitre. Bon, vous pourriez me dire, il y a quand même un problème fondamental. C'est que du plastique, ça sonne comme du plastique, du verre comme du verre, du bois comme du bois, du métal comme du métal. Chaque objet, ça saurait si on pouvait faire des haut-parleurs, au lieu de mettre un beau cône en carton sur notre haut-parleur, si on mettait une plaque en métal, ça saurait si ça marchait bien.
Bah, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'on pense que iVibe, on a une technologie qui reste unique aujourd'hui, de ce qu'on appelle du Smart Speakerless Audio, c'est-à-dire qu'en plus des actionneurs électrodynamiques, là, j'en ai montré un exemple ici, on rajoute un capteur et notre boucle de contrôle, que je vous ai expliqué précédemment, pour venir corriger en temps réel, avec une très faible latence, en temps réel dur, les propriétés acoustiques des différents matériaux qu'on a. Voilà. Donc ça, c'est, je vous ai dit, dans cette aventure entrepreneuriale, voilà le projet, comment est-ce que finalement, cette technologie qui était déjà présente dans la recherche, on a finalement réussi à l'intégrer dans une problématique plutôt sociétale, comme j'ai essayé de vous le présenter. Donc, au lieu de faire juste de l'excitation via des actionneurs, on fait du contrôle actif de vibration, on corrige les propriétés vibroacoustiques de la matière. Bon, pareil, une fois qu'on a dit ça, on est encore loin, loin, loin du produit, mais au moins on a une vision, au moins on sait où on va, on sait qu'on a envie de changer le monde du son et de faire vibrer le monde entier. Alors après, il y a encore des petites étapes à parcourir. Il faut passer du BeagleBone Black à un produit industriel. Donc pour ça, on a fait un gros travail où maintenant, on n'est plus avec une plateforme comme ça, qui permet de faire plein de choses. On est avec du microcontrôleur, donc on reste encore avec des choses assez légères. On est avec des microcontrôleurs, des Cortex qu'on met dans nos systèmes. Donc il a fallu concevoir tout un circuit autour de ça. Il a fallu rentrer dans des coûts qui seraient accessibles ensuite à des industries. Et il fallait relier ça à un design qu'on a fait avec une agence de design qui s'appelle No Design, basée à Paris, pour avoir une ergonomie qui allait rappeler aux guitaristes dont ils ont l'habitude, tout en n'ayant quelque chose d'assez efficace pour, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une idée, pouf, j'appuie sur un bouton et ça arrive directement. Donc voilà, tout ça, ça a été des prototypes fonctionnels et ça a demandé vraiment pas mal de temps. En parallèle de ça, on s'est dit, on ne va pas être une boîte juste de technologie, on va tout de suite confronter ça à des gens. Donc on a fait des tests avec des centaines de gens. En fait, je pense qu'il y a eu à peu près 200 guitaristes qui ont testé ça. Alors à l'époque, on était dans un incubateur à Paris qui s'appelle le 104, qui est en même temps un gros centre culturel dans le nord de Paris. Et on faisait venir des guitaristes tous les jours pour essayer nos prototypes qu'on faisait au début en impression 3D. Ils appuyaient sur les boutons, ils testaient nos différentes fonctionnalités. Et donc ça a été un enrichissement énorme. Parce qu'à l'époque, je ne pensais pas à un produit avec toutes ces fonctionnalités ensemble. Je me suis dit, tiens, je vais tester s'ils préfèrent les effets au looper, par exemple, dans ce qu'on a entendu ici. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, un petit peu à la manière justement des smartphones et de tout l'environnement numérique qu'on a aujourd'hui, on veut faire plein de choses avec le même objet. Je me suis dit finalement, d'après ce qu'on a vu avec tous ces musiciens, il faut que toutes ces fonctionnalités, elles soient là en même temps, et ça va être ça, notre produit pour guitare iVibe. On a fait aussi des précommandes sur la plateforme Indiegogo. On a eu à peu près 100 000 $ de précommandes sur Indiegogo. 150 personnes. Donc voilà, on se retrouve fin 2017. On a 150 personnes et 100 000 $ sur le compte qui arrive. Par contre, on n'est pas luthier, on ne sait pas faire de guitare. On a un prototype fonctionnel, mais on n'a même pas été capable d'en faire encore 10. Voilà. Mais ça a été très intéressant de nous confronter directement avec des utilisateurs et les besoins des gens pour vraiment mieux comprendre ce qu'ils voulaient. Ça a permis aussi petit à petit de créer une marque. Donc on a commencé à avoir des premiers articles aussi dans les grandes revues de guitare. Donc une sorte, là je mets ça comme une validation. On a eu des premiers retours dithyrambiques de revues célèbres de la guitare. Donc on s'est dit, bon, par rapport au point où on en était il y a quelques années, où on imaginait ce genre de produit, maintenant, ça a l'air de sentir bon quand même, ça a l'air d'intéresser. Peut-être que le marché est mûr maintenant pour accueillir ce genre d'objet. Et c'est là qu'on recherche un partenariat, parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas luthier. On se rend compte, moi qui ai travaillé 15 ans sur l'acoustique des instruments de musique, je peux vous mettre en équation les guitares, les violons, mais incapable de fabriquer un instrument. Et je sais à quel point c'est complexe et qu'on n'aurait jamais été luthier. Donc il fallait trouver les bons partenaires. Donc là, une aventure assez folle où vous rencontrez toutes les grandes marques de guitare, vous visitez toutes les belles usines. Voilà, un peu, pour tout musicien, c'était un peu un rêve. Et c'est là qu'on est tombé sur un monsieur, en mars 2018, au Salon de la Belle Guitare, qui s'appelle Gérard Garnier et qui est là aujourd'hui. Et en fait, ça a été
extrêmement important dans la suite du projet, vu qu'avec Gérard Garnier, lui et moi, on a partagé la même vision du potentiel de ces technologies-là. Et donc, quand vous avez quelqu'un en face qui dit « Oui, l'avenir que tu vois, bien sûr, tu as un start-upper qui veut révolutionner le monde, tout ça, mais moi, je pense qu'on peut y arriver et qu'on y arrivera peut-être ensemble », et bien là, ça s'arrive pas tous les jours, quoi. Moi, c'était la première fois qu'il y avait une rencontre pareille, une sorte de, j'ai pas honte de le dire, une sorte de coup de foudre professionnel, où, ben voilà, on veut la même chose, quoi. Et ben, ce monsieur, Gérard Garnier, qui est le fondateur et le président d'Algam, qui est, comme je vous l'ai dit, un grand groupe basé à Nantes, ici, qui est le plus gros distributeur de musique en France, qui est implanté dans plusieurs pays dans le monde, qui a aussi des marques en propre comme la marque de Guitar Lag et les pianos Playel. Et ben, depuis, avec Gérard, on essaye de rendre cette vision concrète et d'en faire des vrais produits. Donc, on a trouvé le bon partenaire qui fait de très beaux instruments. Gérard Algam travaille avec Maurice Dupont, qui est un très grand luthier français. Ils ont revu toute leur usine en Chine pour monter en gamme. Donc, hop, ça a matché, c'était le bon moment pour travailler ensemble. Ben, maintenant, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, on n'a toujours pas le produit. Donc, il y a un moment, il va falloir réussir à industrialiser. Et donc, ça a été la dernière étape dans laquelle on est sorti récemment, qui est d'une part l'industrialisation de l'électronique. Donc là, vous voyez ici, donc moi, chercheur qui d'habitude justement travaille plus sur MATLAB qu'autre chose, j'ai dû comprendre qu'il faut faire des moules en fait. Et alors, voilà, qu'est-ce que c'est des moules? Comment on les fait? Il y a différents ZAC, il y a plein de choses. J'y connaissais rien du tout, mais on va en Chine et on apprend. J'apprends qu'il faut certifier les produits. Donc là, vous voyez aussi un de mes collègues qui est en train de vérifier qu'il n'y a pas de problème de rayonnement électromagnétique avec notre système. Dont moi je me moquais complètement, mais en fait vous ne pouvez pas faire un produit s'il y a ça. Alors peut-être que parmi vous il y en a certains ou certaines pour lesquels c'est des évidences, mais je vous décris un peu tout ce cheminement mental que j'ai eu, qui m'a amené à découvrir et à apprendre énormément avec tout ça. Alors aussi, anecdote amusante, on est en train de faire tout ça, on a quelque chose qui commence à marcher, là vous signez votre contrat avec votre fournisseur, et là vous voyez que dans le contrat il y a écrit que c'est vous qui êtes garant de la qualité des produits qui vont sortir. Alors vous dites, c'est mon fournisseur, c'est à lui de me faire un produit qui marche. Ah ben non, si ça passe votre test, pour nous c'est bon. Donc il va falloir faire un système, donc ce qu'ils appelaient une fixture. Donc c'est ça, et donc c'est d'une certaine manière un nouveau produit qu'on a dû concevoir de A à Z pour que toutes les cartes électroniques qui sortent de la fabrication soient validées. Et si ce n'était pas nous qui avons fait ça, on aurait eu des produits de mauvaise qualité. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a apprises au fur et à mesure, même si le CTO de la boîte, François Bollier, lui, dès qu'on a commencé à être à l'étape d'avant, il m'a dit « Adrien, le truc le plus important, ça va être le contrôle qualité, tu vas voir. » Je dis « Ouais, on verra. » C'est lui qui avait raison et heureusement qu'il avait bien anticipé. Du côté de chez Lag, il a fallu aussi industrialiser les modèles. Donc là, voilà une photo de Gérard Garnier avec Maurice Dupont et Steve Kim. Donc le luthier Maurice Dupont et Steve Kim, qui est responsable de l'usine à Tianjin en Chine. Et là, les guitares que vous voyez, là, c'était la première photo que Gérard m'a envoyée, où c'était les prototypes de guitares. Donc encore une fois, avant de parler des prototypes de l'électronique, là, c'était les prototypes de guitares. Parce que, ça paraît bête, mais il faut mettre un logo, il va falloir faire une couleur qui soit spécifique à ces guitares-là, puisqu'on veut vraiment mettre en avant le côté technologique. Et ça, c'est le genre de choses que nous a apporté le partenariat, où tout de suite, une pensée produit final et pensée client a permis d'avoir une guitare qui est aujourd'hui en boutique. Vous pouvez aller voir chez Michno, par exemple, les guitares sont là-bas à Nantes. J'espère que c'est quelque chose où, quand vous les voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose en plus. Et donc, voilà, il y a ça, les équipes. C'est avant tout une aventure humaine, quoi, parce que quand vous avez un produit comme ça qui n'existe pas du tout avant, là, vous voyez les équipes de contrôle qualité de chez Lag qui se prennent en photo avec le looper, là, comme je vous ai fait précédemment, où pour nous tous, c'est toujours un peu magique quand on l'a découvert la première fois. L'équipe en France aussi, puisqu'à Algam, juste à côté d'ici, ils ont aussi tout un service de contrôle qualité. Et donc, grâce à ça, on a réussi à avoir aujourd'hui sur le marché 3 guitares qui viennent directement des idées qu'on avait vues depuis le début, financées par le projet ANR. Donc, c'est
pour moi, et je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps, et pour moi, c'est complètement fou, quoi. Il y a des choses qu'on imagine, et ben voilà, il y a déjà une belle histoire. Vous voyez, on arrive à un produit fini, à 3 produits finis, et on commence à vendre aujourd'hui un peu partout, avec la vision d'Algam, et je peux peut-être dire de Gérard Garnier, qui était une vision tout de suite internationale, donc de faire un lancement mondial. Et donc aujourd'hui, on a ces guitares-là vraiment un peu partout dans le monde. Depuis Nantes, avec ici, vous pouvez voir sur les bus, en ce moment, vous avez des bus avec une publicité pour ces guitares, que voilà, à Shanghai, ici au salon de Shanghai, qu'en Espagne, qu'en Russie. Et donc, voilà, ouais, je m'amuse à regarder les cartes et je vois des villes qui apparaissent avec nos guitares et c'est complètement dingue, quoi. Je reste halluciné encore aujourd'hui avec tout ça. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est des vrais produits qui existent, que vous pouvez acheter où mon âme de chercheur peut rester en même temps celle de cet émerveillement d'avoir des produits avec ces idées. Et j'espère qu'on va continuer encore beaucoup plus loin. Juste pour terminer, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que nous embauchons chez iVab. Donc si les différents sujets que vous avez vus précédemment vous intéressent, on recherche des ingénieurs en traitement du signal numérique, des ingénieurs en machine learning et des ingénieurs en logiciel embarqué pour faire évoluer ces produits et ces guitares vers des choses encore plus créatives et encore plus inspirants pour les musiciens. Donc si ça vous intéresse, on reste en contact. Je crois que j'ai mis mon mail juste après. On reste en contact et venez nous rejoindre. Voilà, merci.